Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live du CNC. Et notre invité de la semaine est Hugo Becker, vous le connaissez grâce à Baron Noir, au service de la France ou encore Gossip Girl, mais il est aussi réalisateur et justement, il va nous parler aujourd'hui d'un film très spécial, La nuit juste avant les forêts, qu'il a réalisé en 2017 et qui est visible jusqu'au 25 novembre sur Henri, la plateforme de streaming de la Cinémathèque française. Et on va l'appeler tout de suite. Alors, hop. Hugo, où es-tu? Alors, n'oubliez pas qu'en attendant qu'il arrive, que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et que Hugo et moi-même nous allons les regarder. Si on voit des questions qui nous semblent pertinentes, voilà, et ben on n'hésitera pas à y répondre ou à tenter d'y répondre. Alors, on attend toujours Hugo. Tac, tac. Il va sans doute arriver. Alors, mais ce n'est plus qu'une demande d'arriver. Qui est l'invité de ce live? C'est l'acteur et réalisateur Hugo Becker, qui nous dit qu'il ne veut pas participer. Tiens donc. Alors, un petit instant, hein, ça va revenir dans quelques instants. Hop. On le rappelle. Eh, mais salut! Yes, Comment ça va? ça va bien toi? Ah oui, très bien. Attends, j'essaie de mettre en même temps une petite oreillette un petit peu technique. C'est mon premier live hein, quand même de toute ma vie, donc Ah oui, faut être donc un peu indulgent là. faut être équipé. Alors, tu as raison. Non, c'est bien. Faut pas le faire comme ça. Faut Est-ce pas que se... ça marche cette histoire? Bah, tu nous entends? Enfin, tu m'entends? Oui, parce que tu Ouais, nous... je t'entends, ouais. Eh ben, très bien. Alors, nous... Mais en revanche, j'aimerais bien t'entendre là-dedans. Alors attends, bouge Ah, ça a coupé. Et ça frise un peu. Ça va revenir. Ah, voilà. Très bien. pas. Trop bien. Formidable. Comment ça va, Hugo? Bah plutôt pas mal et toi? Ah oui, très bien. Écoute, formidable. Très content de t'avoir en Je vois que direct. t'as un décor en DVD. Tu vois, moi je me suis mis. J'ai vu que Tom Waits avait enregistré un album dans sa salle de bain. Du coup, Ouais. je me suis mis dans une salle de bain. Je vois ça sympa. Hommage à une très bonne idée. Me dis pas que tu es musicien en plus de faire, de réaliser des Pas du films. tout. Non, j'aimerais bien, mais pas du tout. Non, non, non. J'ai pas ce talent-là. J'ai pas ce talent-là. On peut pas tout avoir non plus, hein, c'est pour ça. C'est gentil, mais j'en suis loin, je crois. Tout va bien. Justement, alors là, on est aujourd'hui là pour parler d'un film que tu as réalisé il y a 3 ans, donc déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans et demi, ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, tout à Ah, fait. donc c'est La nuit juste avant les forêts, qui est visible, comme je disais en début de vidéo, jusqu'au 25 novembre sur la plateforme de la Cinémathèque. Et donc c'est un film très spécial, quand même. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Voilà, ça sera, je pense que tu es le mieux placé pour nous en parler. Ouais. C'est une vaste histoire. C'est une vaste affaire parce que c'est en fait l'adaptation d'une pièce de théâtre de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle La nuit juste avant les forêts, qui en fait est une phrase qui ne s'arrête pas. Donc c'est un laissé pour compte, c'est un sans domicile fixe qui erre à travers les rues d'une ville. Coltès était de Metz, est né à Metz. Moi, je suis né à Metz. Donc le plan séquence qu'on a tourné, adapté de cette pièce, on l'a tourné dans les rues de Metz, à travers bus, tramway, bars, ponts, incursions dans certains lieux comme l'Opéra-Théâtre, etc. Donc c'est un espèce de parcours je dirais de la ville, enfin, à travers la nuit ou de la nuit à travers la ville, comme on veut. Et cette pièce, elle raconte, c'est le cri de désespoir en fait d'un laissé pour compte qui cherche par tous les moyens une solution à la situation dans laquelle il est et une explication. Et il fait des digressions sur toute sa vie.
et sur qui il est. On se rend compte qu'il en veut au monde entier, mais finalement, il s'en veut surtout à lui, ou en tout cas aussi à lui. Et donc, c'est passionnant parce que ça peut faire un peu penser dans. Moi, je sais quand j'avais lu cette pièce, ça m'avait ému direct. Directement, la première lecture, j'avais été très ému par l'espèce de perte de repère qui fait un peu penser d'une certaine façon d'une autre enfin, avec une autre facette évidemment, mais pour moi c'est un peu une sorte de taxi driver en fait, la nuit juste avant les forêts. C'est un homme seul qui perd complètement pied et qui remet en cause tout le système dans lequel il est, qu'il ne comprend plus du tout quoi. Voilà. Et donc, mais toi, tu voulais toujours être réalisateur? C'était un truc, c'est ça qui t'a, enfin, c'est ça ton envie au tout De début? base, Ouais, à la base. euh, non. Bah, bon, à la base, je voulais faire des films, moi, ça c'est sûr. Après, tu vois, j'avais pas de truc spécifique de me dire, je veux absolument. Au début, t'es amoureux d'un univers, d'un truc, tu vois, tu te dis, le cinéma, c'est passionnant, ça permet de véhiculer des idées, ça regroupe plein de formes d'art, ça permet de s'intéresser à plein de domaines différents. Quand tu es quelqu'un de curieux, bah, tu dis, ça va pouvoir assouvir tous mes désirs et tous mes intérêts pour tel ou tel univers. Et puis après, tu avances là-dedans, moi tu commences à faire du théâtre et puis tu te fais happer un peu par des choses plus, enfin, c'est pas forcément des décisions aussi catégoriques. Moi, je me disais pas, il faut absolument que je sois acteur ou absolument que je sois réalisateur ou scénariste ou machin. Je sais que j'avais envie d'écrire, j'avais envie de véhiculer des idées et j'avais envie de faire des films, quoi, clairement. Mais tu vois, ce film-là, typiquement, enfin, moi, je considère que je suis pas le seul réalisateur de ce film-là. Pour moi, on était vraiment un espèce de petit collectif, quoi. J'ai joué cette pièce, ça c'est sûr, à l'Opéra Théâtre de Metz. Et en fait, on s'est vite dit, c'est trop con parce que ça mériterait vraiment d'en faire un objet visuel et cinématographique. Et pour moi, c'est vraiment un objet cinématographique. C'est un côté expérience sensorielle, visuelle. C'est pas un film classique, quoi. Mm. C'est un plan séquence déjà, un plan séquence. Enfin, bah, C'est ça, pardon de c'est quand même un t'interrompre. délire. Ouais. Voilà, si vous avez l'occasion, donc vous qui nous écoutez, d'aller voir le film, donc c'est vraiment une expérience assez dingue de voir ça parce qu'on ne quitte pas Hugo pendant 1h40, c'est ça? 1h39, ouais, 1h39 de texte, quoi. Ouais, ouais. Et pendant, on te quitte pas, et donc tu es là, tu es en train d'explorer Metz, et donc c'est assez dingue là ce que vous avez fait. Et donc comment comment ça s'est passé le tournage techniquement? Comment vous avez tourné ce grand plan séquence? Déjà, est-ce que c'est un vrai grand plan séquence ou vous avez tourné par petits bouts que vous avez monté après? Non, c'est un vrai grand plan séquence. Et ce qui est assez fou, quand on y pense, enfin, moi je sais que c'est le truc qui m'inquiétait vraiment au début du projet, c'est que c'est quand même un bouquin, quoi. Moi j'ai quand même ingurgité un bouquin pour le jouer au théâtre. C'est une phrase qui s'arrête pas, c'est un bouquin de 80-90 pages, quoi. En fait, on l'a tourné et évidemment, il faut que la technique suive, mais il faut aussi que le texte suive et que l'acteur, tu vois, parce que si à un moment donné il y a un problème, bah, il faut être complètement dedans, à fond dedans, quoi. Et, euh, et donc, on a beaucoup répété. On a passé 3 jours, tu vois, je pense, ouais, quasiment 2 ou 3 jours à répéter, donc à faire le plan séquence plusieurs fois dans la ville. Et puis, la nuit, on se lançait, on tournait. En fait, on le faisait en répétition peut-être 3 fois dans la journée, 3 ou 4 fois, et le soir, on le faisait une fois. On l'a tourné en tout et pour tout que 3 fois, je crois. Hmm. Et heureusement, ça a marché au bout de la troisième ou la deuxième, je sais plus. Je sais plus laquelle on a gardé. Mais voilà. Il a l'air de faire froid aussi. Vous avez tourné quand? Comment? Il avait l'air de faire froid pendant le Ah, il tournage. faisait un froid de dingue. Il faisait un froid de dingue. Non, mais c'était un gros truc parce que tu sais jamais ce qui va se passer. En fait, tu es pendant 1h30 dans toute une ville. Les lieux, tu les as un peu repérés, etc. Mais il y a toujours des choses qui se passent. Tu croises. En plus, il y a des interactions avec les gens. Il faut que les équipes sont comme. Il y a pas mal de plans où je pense que les gens doivent se demander. Enfin, si tu regardes bien, tu te dis, mais comment est-ce que le son peut suivre? Parce que la Hmm. caméra est beaucoup trop loin de. En fait, j'étais équipé, j'avais 3 ou 4 micros, il y en avait dans le bonnet, dans les vêtements, etc. Et puis pour le chef opérateur, le caméraman, qui était Loïc Grandin,
avec qui on a vraiment travaillé main dans la main. C'était un gros délire. Enfin, en fait, on était deux à jouer, quoi. Il jouait avec moi, en fait. Parce que, évidemment, on avait chorégraphié pas mal de choses, et à force des répétitions, mais il y a toujours, sur 1h39, il y a une part d'improvisation qui est importante. Donc, pour que le point se fasse, que le cadre soit au bon endroit, c'était Kevin Andrade qui était au point d'ailleurs. C'était pareil, c'était très compliqué. Après, comme le personnage est dans une forme d'errance, psychologique aussi, il y a des parties plus visuelles, comme tu vois dans le film, de perte de repères qui sont volontaires et qui allaient bien aussi et qui nous aidaient bien aussi techniquement. Il faut le dire, tu choisis aussi la forme pour raconter le fond, mais aussi la forme qui va te permettre de faire ton film tout simplement parce que techniquement c'était très très compliqué quoi, à mettre en place. Quelqu'un dans les commentaires demande, parce que tu as joué aussi Roberto Succo de Colette Ouais. au théâtre, et quelqu'un te demande lequel des deux textes t'as préféré jouer. Est-ce que c'était Succo ou est-ce que c'était Waouh. La nuit juste avant les... Euh, je crois que euh, j'ai adoré Zuko parce que la mise en scène au théâtre, elle était sublime, elle était folle. Il y avait un plateau tournant, on était je pense une 15 ou 20 comédiens sur scène, donc c'était une expérience hyper enrichissante. Et je crois que sur le texte, je suis plus sensible à La nuit juste avant les forêts. Parce que le désespoir de ce mec-là, et je crois on s'y retrouve tous à un endroit ou à un autre, en fait, dans le texte. En fait, ce plan séquence, on a voulu le faire simplement pour que le texte existe en images et en son. Euh, donc ouais, je crois que je suis quand même un peu plus sensible à La nuit juste dans les forêts pour ce que ça raconte. Je crois que c'est vraiment atemporel, quoi. Cette perte de repères et cette espèce de regard noir sur le monde parce que on se retrouve dans les bas-fonds. Enfin, c'est quelqu'un qui se trouve dans les bas-fonds et qui se dit mais comment j'ai pu en être là et j'ai pu me retrouver là et comment c'est possible que personne vienne m'aider quoi. Pourquoi est-ce que personne m'a protégé? Pourquoi je suis là? Enfin, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça quoi? Et comme il revient sur toute sa vie, c'est assez passionnant. On se dit que ça pourrait vraiment être euh, je pense beaucoup d'entre nous qui pourraient se retrouver dans cette situation-là. Alors que Roberto Zucco, c'est un grand cinglé, un peu comme dans la nuit. Mais dans la nuit, c'est quelqu'un qui est, il n'y a pas que de l'inné en fait. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a vécu et par l'environnement, il en a pris plein la tronche, il a subi beaucoup de choses. Alors que j'ai l'impression que dans Roberto Zucco, il y a quand même de l'inné quand on avait eu accès à l'expertise psychiatrique du personnage. Et il y a quand même vraiment des choses où euh, on s'identifie pas immédiatement, quoi. On n'est pas. Donc ouais, pour le texte plutôt la nuit, pour l'expérience et les 2 3 mois avec les autres comédiens, Roberto Zucco, parce que c'était quand même. Puis c'est quand même puissant de se mettre dans la peau de quelqu'un comme ça, mais c'est vrai que la nuit, il y a un truc fou. Et puis il y a une immersion au fond de soi-même il y a une vraie grosse perte de repères quand on joue la nuit juste avant les forêts. Parce que pendant 2 heures, on lâche totalement prise, on sort pas Comment, de scène. pardon, justement, comment tu te mettais dans la peau de ce personnage? Parce que Putain, si je te raconte un truc qui est assez taré, c'est que euh, pour être honnête, j'étais vraiment très très anxieux avant de jouer cette pièce parce que j'avais jamais joué un truc pareil et je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est sans filet quoi. Il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de souffleur. Hein. Enfin, je veux dire, tu te plantes. Et puis surtout, si tu commences à penser à ton texte, ça n'a aucun intérêt. Si tu penses à ton texte, qu'est-ce que tu vas donner au spectateur? L'intérêt de ce texte-là, c'est de perdre pied comme le personnage et que le spectateur puisse assister à ça, quoi. Et je te garantis que je me répétais à chaque fois, mais à la Rain Man, quoi, tu vois, je me répétais en boucle dans ma tête avant d'entrer sur scène. Ne pense pas. Je me répétais de ne pas penser, quoi. Très bizarre, hein. Et je me répétais surtout, ne pense pas. Et j'espérais ne. Puis à chaque fois, heureusement, ça a fonctionné. Je crois il y a eu un des plans séquences qu'on a tourné en répète où ça l'a pas fait, où je suis sorti du truc et j'ai perdu, quoi. Et les autres moments, en fait,
ouais, après, il y avait eu deux, 3 mois de travail sur le texte auparavant, donc quand même, ça joue, quoi. T'es prêt, entre guillemets, t'es prêt à lâcher prise, entre guillemets. Mais, euh, mais ouais, il y avait ce truc-là de ne pas penser. J'ai vraiment appris quelque chose sur cette pièce, c'était ça, c'était ne pas penser et faire confiance à ta tête comme à ton corps qui agit comme par réflexe, en fait, qui a complètement assimilé un truc et qui le revit. Ce qui est un peu flippant aussi parce que, en fait, tu le revis, tu te demandes comment ça fonctionne. Honnêtement, j'ai pas d'explication, je sais pas trop ce que. Enfin, à un moment donné, au premier filage où tu sors les 1h40 et t'es complètement dedans, tu sais pas trop ce que tu as fait ni comment tu l'as fait. Tu sais pas si c'est l'entraînement, tu sais pas si c'est le. Je sais que j'écoutais en boucle le texte quand je m'endormais le matin dans ma douche. Enfin, je l'écoutais. J'ai passé aussi pas mal de temps dehors pour traîner justement avec avec des laissés pour compte, pour me rendre compte de comment il bougeait, etc. Mais après, à quel moment ton corps il considère que, allez, all-in et feu et il y va, c'est, c'est, euh, c'était assez intéressant. Il y a un truc presque un peu, ouais, je pense de l'ordre de, ah, après, c'est très psychologique, mais je pense qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de repousser les limites de ce qui se passe dans ta tête. Tout comme certains d'autres peuvent le faire dans le sport, ou ils expliquent pas comment ils font tel truc. Moi, je sais que j'avais très peur de pas du tout y arriver, quoi. Je m'étais dit, c'est très compliqué. Et en fait, tu te perds dedans, quoi. Tu te perds complètement dans le texte, et finalement, à la fin, il est en toi. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Justement, là, je sais pas si tu vois dans les commentaires. Ouais. Et je vois pas les commentaires, je suis dégoûté, désolé les gars, en plus j'arrête pas de parler là, je ferais mieux de vous répondre. Mais Mais je les vois pas en fait, ils défilent pas, je sais pas peut-être que si je capte assez bien. normalement, si tu regardes en dessous, mais sinon, je peux te lire quelqu'un qui te pose comme Ouais, question. ouais, dis-moi. Ça a été une peur chez toi de te retrouver dans la même position d'abandon que le personnage, et donc est-ce que ça a été une manière d'exorciser cette peur, par exemple? Est-ce que je trouve ça Ah, intéressant? est-ce que j'ai déjà eu peur d'être abandonné comme lui? Alors je vais pour être tout à fait honnête, parce que l'idée c'est comme ça, je crois pas. J'ai eu cette peur-là, peut-être parce que je suis un peu fou justement, j'y pense pas. Euh, mais en me plongeant dans le texte, oui, du coup. Et je pense que c'est pour ça que le texte m'a ému la première fois, c'est que je me suis dit, le texte, il fait vraiment appel. Euh, en fait, tu te rends vraiment compte que quand tu croises quelqu'un dans la rue comme ça, quand tu vois des gens qui ignorent, tu vois, qui regardent pas, c'est beaucoup plus facile parce que parfois, effectivement, tu vas avoir quelqu'un qui va t'agresser, qui va te. Mais en fait, le profond problème, c'est la solitude, quoi. C'est le manque de lien, quoi. Enfin, t'as plus aucun lien parce que les gens ont soit peur de toi, soit pas envie d'avoir des interactions avec toi. Euh, et en lisant la pièce, tu comprends ça. Et tu comprends ça et tu te dis merde, quoi. Tu te dis merde, en fait, comment on en arrive à ce truc-là alors qu'on est tous, on est tous fait à peu près des mêmes choses, quoi. Et finalement, qu'est-ce qui nous différencie à part, je dirais, à part le parcours, à part la chance du parcours, de l'éducation, de l'environnement dans lequel on a évolué, et de la force qu'on a fait grandir en nous, ou que les autres nous ont aidés à faire grandir. Mais des gens qui sont brisés, il y en a plein, et c'est pas pour autant qu'ils, un, peuvent pas se reconstruire, ou deux, euh, qu'on doive casser, qu'on doit absolument casser le lien totalement. Donc, ouais, la peur de l'abandon, si, quand même, ouais. En lisant cette pièce, ouais, bien sûr, parce que tu te dis que tout peut basculer très vite et beaucoup plus vite qu'on ne le croit, c'est certain. Et je pense elle peut être sociale, elle peut être sociale et économique, mais elle peut être aussi de l'ordre de la maladie, elle peut être de l'ordre du malheur, des accidents de la vie qui arrivent et qui t'isolent. Il y a plein de choses qui peuvent faire que tu te retrouves dans cette situation-là. Donc ouais, je pense que c'est pour ça que cette pièce, elle me touche aussi, mais jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance, donc non, j'ai pas exorcisé cette peur-là. Vraiment, peut-être au contraire, peut-être au contraire, je me suis mis à me dire que c'était quand même quelque chose qu'il fallait appréhender et prendre en compte parce que ça peut avoir lieu, quoi. Ça peut avoir lieu. Donc, tu produis de films également, tu es réalisateur,
producteur. Ouais, enfin c'est Laurent Hélas, c'est Laurent Hélas qui a produit, c'est Laurent Hélas qui a produit. Mais bon, forcément, vu l'opération, on a un peu tous fait plein de choses dessus. Moi, je le vois vraiment comme un film un peu de collectif. Euh, on était vraiment une équipe de 10, 12 fous furieux. C'était vraiment une toute petite équipe à vouloir tourner un plan séquence de 1h30 adapté d'un texte en se disant qu'on allait créer un peu un objet cinématographique inattendu, quoi. Tu vois, quelque chose qui a pas trop été fait. On s'est dit, bah, bien on le fait, quoi. C'est un peu taré, mais bien on le fait. Et en fait, comme c'est un seul personnage qui est, en fait, on est capable de le tourner techniquement. Et moi, je sortais de la pièce, donc il fallait le faire là, parce que un texte comme ça s'oublie au bout d'un moment. Tu peux pas retenir ça pendant des années, quoi. Il fallait le faire là. Du coup, on s'est lancé dans le truc un peu comme des idiots, hein, parce que c'est-à-dire qu'on a un peu son filet complet, quoi, tu vois. Mais c'est marrant parce que les deux expériences de jeu ou de film, celles que j'ai le plus dans le cœur, c'est vraiment celle-là. Et le dernier film que je viens de faire, qui s'appelle Le Dernier Voyage de Paul W.R., qui est réalisé par Romain Quiro, qui est un film de science-fiction, qui sortira en 2021. Et en fait, c'est deux choses qui visuellement, alors il y en a un qui est ovniesque, expérimental, très puissant émotionnellement, etc., mais qui est quand même très expérimental. La nuit dans les forêts, c'est. Et l'autre qui est, pour le coup, techniquement très très high level. Mais en fait, là, je trouve que les deux ils sont intéressants parce ils ont rien à voir avec les films qu'on voit d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait cette volonté-là dans les deux d'essayer de faire quelque chose. Après, tu peux te planter, quoi. Mais au moins, tu as essayé de faire un truc qui ressemble pas trop à. Qui ressemble, ouais, qui ressemble pas trop à ce qu'on fait d'habitude, qui est pas trop formaté. Et du coup, ouais, on a produit un peu nous-mêmes, mais c'est ce qui permettait une liberté totale. Tu vois, c'est ce qui est le plus kiffant, en fait, dans la vie. Ce qui est le plus agréable, je crois, c'est de pouvoir vraiment tenter, oser et créer en liberté. Tu fais des choses euh, peut-être plus dans la sueur et dans l'effort, mais à la fin, elle reste plus, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas pour moi. Et justement, là, tu parlais de ton film, enfin, d'un film dans lequel tu as joué, ou tu as déjà joué, je ne sais pas. Si Ouais, tu... j'ai déjà joué, ouais, dedans. Je Voilà. vois toujours pas les questions. Hein, n'hésite pas, Sylvestre, s'il y a des questions, tu me dis. Ah, Je suis désolé, hein, non, non, ceux qui regardent et tout ça, les gars, c'est encore Apollo. j'ai juste vu j'ai vu les débuts des questions, mais je me demande s'il faut pas que je me. Ah, il faut rafraîchir en bas à droite, peut-être? Bah, moi, ils apparaissent. Non, là, tu as fait Ouais, un je pense que contre-champ. tu as vu des trucs bizarres. Alors attends, je vais me déplacer parce que peut-être que je capte pas hyper bien. Déplacer dans cet endroit un petit peu étrange. Est-ce que là j'ai plus de trucs? Bien, ça fait une petite expérience cinéma en direct. C'est pas mal. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait une espèce de live. C'est une espèce de nuit juste avant les forêts, mais de jour. Non, bah écoute, j'ai pas les messages, donc je te fais confiance, tu me les lis. Hein. Alors, bah, justement, c'est encore Apollonia qui pose une question. La crise actuelle renforce la solitude et la précarité sociale. À ton avis, qu'apporte ce genre d'œuvre, donc la nuit juste avant les forêts, au grand public? Et quels sont pour toi les buts d'offrir une visibilité à ces personnages? Voilà, je trouve, Alors attends, relis-moi tout ça, parce que ça a l'air très intéressant. voilà, c'est justement intéressant. La crise actuelle renforce la solitude et la précarité sociale. À ton Ouais. avis, qu'apporte ce genre d'œuvre, donc ton film, au grand public et quels sont pour toi les buts d'offrir une visibilité à ces personnages? Ça a Alors, l'air. Ah non, c'est bah, très très bonne question. J'ai pas de prétention là-dessus, aucune. J'ai des espoirs, mais j'ai pas de prétention et enfin, on l'a fait par envie, par nécessité, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait le faire et quand tu peux faire quelque chose, tu te dis il faut le faire. Euh, je crois que le texte de Coltès donnait vie à un texte comme ça qui est vraiment intemporel, qui je pense un peu, voilà, je te parlais de Taxi Driver, même si ça n'a rien à voir, mais ça y fait quand même penser, quoi. Il y a un truc, il y a vraiment un truc. Euh, J'avais besoin de prendre l'air, hein, pardon, je suis allé dehors, mais comme ça me. Euh, il y a vraiment un truc
si tu veux, enfin, je crois, qui est important que ça reste, qu'il y ait une trace qui reste, parce que finalement, c'est des choses, quand on en parle et qu'on met juste des mots rapidement dessus, ou des chiffres, ou le JT qui parle de l'isolement de certaines personnes, ou tu vois, ou des problèmes socio-économiques, c'est pas du tout pareil que quand tu as vraiment accès à quelqu'un. Et je trouve que Coltès, il touche quelque chose d'assez dingue, c'est que par son texte qui est fait de plein de digressions, qui est bordélique, qui est en fait, il touche à l'humain et l'émotion et l'affectif te permet d'accéder vraiment au raisonnement de quelqu'un et à sa façon de penser et du coup à t'identifier. Donc, je crois à ça. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire enfin, d'essayer de faire du cinéma et du spectacle vivant parce que je crois qu'on peut toucher les gens beaucoup plus facilement et leur donner envie de s'intéresser à un sujet sans pour autant ni moraliser, ni faire la leçon, ni prétendre sauver le monde, ni faire voilà, mais simplement peut-être enfin voilà que rendre quelqu'un sensible à, à un sujet comme celui-là. C'est-à-dire que enfin moi je sais que en voyant certains films, ça a créé des déclics. Si le film est réussi, alors pour ça il faut réussir le film. Hein, mais pour moi c'est important de rappeler ces choses-là, non pas pour les marteler en disant regardez comme les choses vont pas bien. C'est pas ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt pour moi, ce texte, il permet de voir que ces cris d'alerte sont des cris de désespoir, en fait, et pas des cris euh, sont, en fait, c'est des besoins de lien social, très clairement. Et ça, c'est des choses auxquelles on peut répondre, en fait. C'est de l'humain, quoi. C'est-à-dire que tu souris à quelqu'un dans le métro ou tu lui parles 5 minutes, bah, tu as fait quelque chose, en fait. T'as pas besoin, en fait, de forcément faire beaucoup plus que ça. Il faudrait qu'on fasse beaucoup plus que ça, mais te dire ça sert à rien que je fasse ça, c'est une vraie connerie. Et je pense que ce film-là peut permettre ça, et ouais, je crois qu'on en a besoin. Surtout aujourd'hui, je veux dire, euh, les laissés pour compte ou les mecs qui sont dans la rue, si tu parles avec des assos comme le Carillon, qui est une super association qui fait des choses géniales pour les sans-abri, le vrai problème, c'est le lien social. Déjà, pour les gens qui ne sont pas des laissés pour compte, il y a un côté, les réseaux sociaux, etc., peuvent t'isoler un petit peu, peuvent permettre, comme là aussi, qu'on connecte tous ensemble, sauf que je vois pas vos messages, les gars, donc c'est dommage, mais donc pour moi, c'est extrêmement important pour ces raisons-là, quoi. C'est-à-dire que je me dis, je vais me mettre là, je vais bien. Je me dis que ça peut être très utile, en fait, d'avoir un lien enfin, qui est rappelé en fait par un film. Enfin, de faire un film de ce type-là, ça peut peut-être permettre ça. Et si ça permet rien que ça, c'est déjà pas mal, tu vois. Si rien que quand tu as vu le film, ça te rend un peu plus sensible au truc parce que tu t'es identifié. Et je crois que les personnages, ils servent à ça, en fait. À comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, pas les juger juste par leur situation ou leurs actes, mais juste essayer de comprendre le truc et de le vivre un peu de l'intérieur. Et c'est plus pareil. Une fois que tu l'as vécu un peu de l'intérieur, pardon, j'ai fait plein de digressions pour en arriver là, mais la question n'était pas simple et en fait, je crois que c'est ça l'essence du truc, ouais, c'est d'essayer de faire vivre ce qui se passe à l'intérieur. Et une fois que tu as vécu de l'intérieur, tu vois pas la chose de la même manière, c'est évident. On le dit pour plein de choses. Et donc, je pense que pour cette situation-là, c'est pareil. Et les films peuvent servir à ça, peut-être, quand ils sont réussis et quand les acteurs ou quand toute l'équipe fait en sorte d'être vraiment immergé à fond, quoi, et qu'il y ait zéro tricherie, entre guillemets. Et que du coup, tu vis le truc. Moi, c'était vraiment ça qui m'importait dans ce film-là, c'était de pas tricher une seule seconde et que ça puisse se transmettre. Et si ça se transmet, peut-être que la personne va avoir accès à du ressenti, à de l'émotion et va réfléchir au truc d'une autre façon. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si ça a du sens, Pas très mais clair. Je vois qu'il y a des gens qui demandent, alors je vous rappelle si vous écoutez, que vous pouvez voir le film gratuitement sur le site de la Cinémathèque. Il suffit de vous chercher sur Google, vous mettez La nuit juste avant les forêts
sur le site de la Cinémathèque et vous le trouverez très facilement. Voilà, il n'y a pas de souci, pas d'inscription, pas d'abonnement, tout va bien. Alors, si ça te va, on va parler un peu de l'avenir aussi. Donc, tu Ouais. parles, tu as Attends, je tourné te un dis, peu. je voulais juste revenir sur la question qui avait été posée, juste pour dire un dernier truc. Vas-y, C'est bien qu'en sûr. fait, je crois que tout ce qui est fait, tout ce qui est créé à un moment ou à un autre, euh, ça a un impact positif, ne serait-ce que pour les gens qui le font. Donc déjà, rien que ça. Et, euh, et ensuite, j'avais été marqué par quelque chose, c'était que souvent quand on a vu une pièce de théâtre qu'on a aimée, on s'en rappelle. On s'en rappelle longtemps. Euh, Quand on a vu un film un peu expérimental, un peu bizarre, un peu hors des clous, et qu'on l'a vu en entier, on n'a peut-être pas tout aimé. On a peut-être trouvé des longueurs, on s'est peut-être parfois emmerdé, on a peut-être trouvé ça chiant, ça mal fait, ça truc. Mais pareil, il en reste quelque chose. Bon, parfois, il y a des trucs qu'on n'aime pas du tout et on les oublie aussi vite, hein, bien sûr. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tenter de mettre en image un texte comme celui de Coltès, où le nombre, enfin, ouais, il y a un nombre innombrable, évidemment, de tentatives de vidéastes ou même d'artistes, hein, de plasticiens, enfin, à plein de niveaux, qui, pour moi, sont importantes parce que les personnes qui vont les voir et qui vont être traversées par, par l'émotion qui s'en dégage, ils vont être tout autrement touchés que par quelque chose qui est un peu formaté, qu'on a beaucoup vu et qui vont oublier aussi vite en fait. Donc tu touches peut-être moins de gens, mais finalement ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu pendant une heure ou trois quarts d'heure ou 2 heures. Et cette expérience-là qui est vraiment du théâtre, la tentative, c'est de se dire, est-ce qu'on peut essayer de rendre ça dans un film? Mm. C'était ça aussi, de dire, est-ce qu'on peut essayer de rendre dans un film? Ça paraît être un peu fou. Essayons. Ça marche pas. D'ailleurs, ça marche certainement pas pour tout le monde. Mais voilà, je sais qu'on a fait pas mal de projections. Il y avait des gens dans la salle qui restaient, voilà, par les gens qui étaient là jusqu'au bout. Ils sortaient, certains étaient un peu comme des zombies parce que pendant 1 heure et demie, tu es dans un univers qui est un peu dingue. Et je crois que c'est important ces trucs-là parce que ça recrée du lien entre les gens. Après, les gens, ils en parlent. Ah, mais qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti, etc. Et ils font leur propre avis sur la question, et sur la question du lien social, sur la question de comment est-ce qu'on peut agir, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut soutenir telle association, est-ce que machin. Euh, c'est ça qui est intéressant. C'est pas de donner toutes les clés. D'ailleurs, il y en a pas parce que ça serait extrêmement prétentieux et con de croire que tu peux donner les clés. En tout cas, je pense que aborder les sujets et tenter de toucher des gens qui peut-être se seraient pas intéressés forcément au sujet autrement que par ce biais-là. Enfin, moi, c'est ça qui me passionne dans le cinéma, c'est que souvent je vois un film et c'est connu, ça, on voit un film, on a envie de faire ce que fait le mec dans le film ou la fille. On est vite animé par ce qu'on voit, parce qu'on quand un film est réussi, on s'identifie. Donc ouais, ça me semble très important sur des sujets comme cela de tenter de faire des films qui, 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 qui en fait se servent des mêmes choses, c'est-à-dire de l'identification au personnage et du coup de la compréhension de ce qui est vécu. Et une fois que tu as compris ce qui est vécu, que tu l'as ressenti, bah, t'es peut-être plus enclin à réfléchir au sujet et à agir, ou pas hein, d'ailleurs, mais au moins avoir conscience des choses et peut-être que c'est juste un sourire, tu vas sortir et tu vas juste faire un sourire à quelqu'un dans la rue. C'est déjà cool. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que le film même, ça reproduit un peu l'expérience d'une pièce de théâtre où il n'y a pas de coupure en fait, il y a pas de, où tu es Ah, emporté c'était. mis et voilà quoi, c'est ça en fait que l'effet de ton film il produit un peu, c'est quelque chose, une expérience forte quoi. Et c'est- ça, c'est- Ouais, c'est ça. C'était ça l'idée. C'est 1 heure et demie d'immersion totale et c'est le cas pour les acteurs, pour l'équipe technique et c'était de voir est-ce que ça se transmet sur le spectateur aussi, quoi. Est-ce qu'il est vraiment, voilà. Et est-ce que ça permet effectivement une identification au personnage euh, et du coup d'être sensibilisé un peu plus au sujet qui est traité, quoi. Mais je trouve que la forme,
elle est un peu barjo, mais c'était assez génial de faire ça. Enfin, tu vois, de faire un truc un peu qu'on n'aurait pas osé faire en fait. En fait, plus on se disait c'est un peu taré, plus on avait envie de le faire. Et donc, comme tu parlais donc tu comparais à ton expérience là, sur le film que tu as tourné, Le Dernier Voyage de Paul W.R., c'est ça? C'est ça, ouais. Romain Quiro, donc ça sera ton prochain film qui sortira, si tout va bien, l'an prochain, c'est ça? Alors, ouais, c'est un film qui sortira en 2021. Normalement, si tout va bien, avec ce qui se passe en ce moment, beaucoup d'incertitudes, et c'est pareil, c'est un pari assez fou parce que c'est un film de science-fiction, c'est un film poétique en même temps. On avait fait le court métrage qui était réalisé par Romain Quiro, et le film de Romain avait été prénominé aux Oscars, etc. Et malgré tout, on a mis 3 ans à monter le long parce que c'est des films qui se font pas beaucoup en France, malheureusement. Il y en a, hein, mais pas beaucoup. Tu vois, c'est un film avec des voitures volantes, des fusées. C'est sur un astronaute fugitif dans une France coupée en deux par un mur. Enfin, là, il y a plein de choses qui font écho à des potentiels scénarios négatifs qui pourraient avoir lieu. Tout ça est très poétique, évidemment. Hein, c'est pas, on n'est pas dans un concret ultra brut et réaliste. Il y a un côté onirique dans le film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était un parti pris assez fou de faire un film comme ça, et c'est assez rare. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus plu dans ce film. Et ce film-là me fait penser à La Nuit, alors qu'il n'a rien à voir. Il y en a un qui est fait avec des bouts de ficelle, entre guillemets, et l'autre qui est un film qui est un assez gros film quand même, dans lequel il y a Jean Reno qui joue mon père, il y a Philippe Catherine, il y a Paul Ami, il y a Lia Oussadit, il y a il y a Jean-Luc Couchard, il y a Bruno Locher, enfin, c'est un film qui n'a rien à voir avec avec pléthore d'acteurs et d'actrices, et en même temps, il me fait penser à La Nuit dans les forêts dans l'expérience que j'ai vécue, parce que c'est un truc un peu totalement hors des coups, quoi. Totalement. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant à faire en fait, en fin de compte. Quand on peut, on fait ce qu'on peut aussi, hein, mais d'essayer de se battre pour ça, les satisfactions, parce que c'était un vrai combat aussi ce film-là. Euh, et c'est vrai que la satisfaction, elle est folle, de dire, au moins on est allé au bout du rêve qu'on avait, du rêve de gamin, d'essayer de faire ce truc-là, d'essayer de faire quelque chose qui n'a pas forcément été trop fait avant. Il y a plein d'hommages dans le film, il y a plein d'hommages à plein de cinémas, comme dans La Nuit juste avant les forêts. Il y a aussi des hommages à plein de choses, évidemment, dans les plans, dans les choix des cadres, évidemment. Mais malgré tout, tu apportes ta façon de le faire. Là, c'est pas moi, hein, c'est la façon de faire de Romain, mais de s'y prêter et d'être acteur dedans, ouais, c'est un grand plaisir. C'est vraiment une grande satisfaction, quoi. Tu te dis, on essaye de faire quelque chose. Est-ce qu'on y arrive? C'est lui qui en jugerait, mais voilà. Et aussi, tu joues dans la série Je te promets, aussi? À l'adaptation de This Is Us, ouais. Alors, Ouais. ouais, écoute, ça, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Mhm. Donc, je vais pas t'en dire beaucoup plus. J'ai pas encore vu les premiers épisodes, pour être tout à fait honnête, mais certains les ont vus et j'ai des retours très positifs. Donc, écoute, on va rester prudent. Mais moi, euh, je dois reconnaître que j'avais un bon a priori sur les scénarios que j'avais reçus. Je trouvais vraiment bien, même super. Je trouvais que l'adaptation française avait du sens, puisque tu rentres dans une famille française. Et en fait, cette série pourrait être adaptée dans plein de pays, puisque chaque famille est ancrée dans une culture. Euh, donc je trouvais que ça avait du sens d'adapter plus qu'un thriller, tu vois, où ça va être exactement les mêmes codes. Euh, et donc voilà, de ce que j'ai vu, des extraits que j'ai vus, je trouvais que le casting, qui est assez original pour le projet, euh, était vraiment bien. Donc l'équipe d'acteurs, c'était vraiment super. Donc j'étais assez content de voir ça. Après, j'en ai pas encore vu plus, donc j'ai assez hâte, mais ce que j'ai vu m'a plu.
Voilà. Et j'ai des super retours. Donc, on croise les doigts. J'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'on m'a dit. Voilà. Tu joues l'équivalent de quel personnage de la série originale? Je joue le père. Je joue D'accord. le père. Je joue le père, donc je suis surtout dans la partie passée, enfin dans trois parties passées, les années 70, les années 80 et les années 90. Donc c'est passionnant parce que as accès à différentes époques et tu te replonges, tu repenses à ton propre père, tu vois, c'est assez sympa. Et puis il y a un côté jouer un personnage à différents âges, pour un acteur c'est toujours super. Puis là c'est vrai que c'est quand même le père qu'on rêverait tous d'avoir ou qu'on rêverait tous d'être. Euh, Mm. donc j'ai eu de la chance qu'on me propose ce rôle-là. Tu regardes la série originale ou pas du tout? Je l'ai regardé à l'époque, j'ai adoré même cette série. J'ai adoré cette série. Et puis de refaire la même chose entre guillemets, d'avoir l'impression de se dire est-ce qu'on fait pas la même chose, est-ce que bon. Et en fait, en lisant les épisodes, j'ai eu le sentiment que ça valait la peine en fait. Ça valait la peine parce que on a quand même une sacrée histoire dans le pays, en France. C'est quand même une culture. Il s'est passé plein de choses politiquement, etc. Donc, donc c'est plaisant d'être ancré dans cette période-là. Et puis les personnages prenaient vraiment vie. Ouais, j'avais vraiment envie de jouer ce truc-là. Je trouvais ça intéressant. Pour avoir vu la version américaine que je trouvais top, vraiment top. Euh, je me suis dit qu'on avait quand même quelque chose à raconter en tant que famille française. Euh, et que je pense que ça peut permettre une identification, comme on parlait d'identification tout à l'heure, aussi très importante. Et il y a quand même un sujet derrière cette série qui est le sujet de l'intégration, de l'adoption, de l'intégration, encore une fois du fait de fédérer, de créer du lien, etc., et de rassembler les gens. Euh, et ça me tenait vachement à cœur. Et je me suis dit, j'ai envie de défendre ça. Et je pense qu'en France, il y a peut-être aussi besoin, et peut-être encore plus besoin qu'ailleurs, de parler de ça et d'avoir une série qui rapproche les gens autour de ce thème-là, du rassemblement, de l'intégration, etc. Et donc, je me suis dit, feu. Voilà. Aussi pour ce thème-là, au-delà alors ça aurait pu être fait autrement, mais il se trouve qu'on m'a proposé ce truc-là, sur ce thème-là, ça m'intéressait je, je pense que ce qui est véhiculé par la série fait extrêmement de bien, fait beaucoup de bien aux gens qui la regardent et je vois pas pourquoi on s'en priverait en fait. Voilà. Et surtout quand l'adaptation est faite avec intelligence par rapport à la culture du pays, ce qui est le cas. Il y a vraiment des trouvailles au niveau scénaristique que je trouve super. Donc voilà. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. On a hâte de voir ça. Comme on approche bientôt de la fin, voilà, la question traditionnelle, c'est de savoir qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder, comme on a un peu, voilà. Toi, est-ce que tu as des séries ou des films que tu as regardés pendant le confinement qui disent, voilà, que tu as En rattrapé ce ou moment, ouais. Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder en fait? est-ce que tu me donnes 2 secondes? Est-ce que je peux aller sur mon Instagram en même temps ou pas? C'est Non, une je peux bonne pas, hein. question ça. Parce que j'avais fait une liste assez cool. Si tu me donnes 2 secondes, Je suis sur mon ordi là en plus. Est-ce que tu l'as mis sur ton profil par ouais, exemple? ouais, Ah, je peux y avoir accès ou pas? attends, Non, hop, je suis pas sûr. je vais regarder. Je suis obligé, Attends, je suis c'était obligé de quoi? fermer C'était le une live, non? série? Ouais, Non, non, c'est la attends, série. attends. Non, ouais, non, attends, bouge pas, donne-moi 2 secondes. Vas-y, bien sûr. Donne-moi 2 secondes. Ah, mais non, parce que je vais couper la vidéo si je fais ça. Merde. Merde. Bah écoute, je vais essayer de te faire ça de tête. Bon, il y Allez. a évidemment certains grands classiques comme Volo-tu, Daniel Coucou. Mais après, Amadeus, moi c'est des films que j'adore, les films de Forman.
Après, dans les films qui font du bien et qu'on aime bien voir et revoir et revoir, on a vu, il y a des films comme Will Hunting qui sont sympas. Il y a des films comme L'Auberge espagnole. Il y a des films comme Le premier jour du reste de ta vie aussi, c'était vraiment ces films qu'on peut revoir, je trouve assez sympa. Évidemment, des classiques d'enfance. Si on a besoin d'un truc qui fait un peu du bien, comme Rasta Rocket, Maman j'ai raté l'avion. Faut pas les sous-estimer, ils font du bien ces films-là. Ils font vraiment du bien. C'est des films Et des films très, voilà, qu'on regarde. comment? C'est des films de Noël. Bah, moi, j'ai Ouais, c'est des films de Noël, c'est des films qui font du bien quand t'es un peu confiné, que tu te dis que t'as pas trop la forme. Voilà, c'est des feel good, mais ça fait du bien. Après, pour ceux qui sont un peu aventureux, qui veulent des trucs un peu, il y a une série que je trouve vraiment cool en ce moment, enfin voilà, ça fait un moment, hein, mais si vous l'avez pas encore vu, c'est Westworld. C'est vraiment sympa, intéressant et prenant. Sinon, il y a des films. Moi, un film que j'aime beaucoup, c'est La Vague. Euh, mais c'est pareil, c'est pas forcément les films les plus gays et les plus joyeux de tous ceux que je viens de citer, mais La Vague, je sais pas si tu l'as vu ce film-là, d'Yvel. c'est un film, c'est pas sur la montée du fascisme ou quelque chose comme ça. En fait, c'est une expérience, c'est un peu, tu sais, un peu comme les expériences, c'est un peu comme comme Icar, tu sais, tous ces films sur, euh, ou comme le film avec Moritz Bleibtreu, là où il y a 15 prisonniers et 15 Ah, gardiens qu'on met dans un lieu. expérience. Ça s'appelle. Ouais, Das Experiment, ouais. Ça peut faire penser à ça. C'est en fait un professeur qui va donner un cours à des élèves. Il voulait donner un cours sur l'anarchisme, parce que lui-même est un peu anarchiste, et il a donné un cours sur le totalitarisme. Et en fait, ce cours va devenir une expérience pour toute la classe, et ce film est vraiment, vraiment top. Voilà. Sinon, honnêtement, il y a toujours les Walt Disney. Hein. Faut quand même pas déconner sur les Walt Disney. Ça fait quand même du bien de mettre Walt Disney de temps en temps et d'imiter les personnages en même temps qu'on regarde le film. C'est toujours agréable. Mhm. Euh, le classique un peu ado, mec un peu ado, bah, c'est Top Gun quand même. Hein, c'est pas, voilà. Et puis sinon, si on a envie de voir des grands films, il y a quand même qui ont marqué un peu, qui ont été des ruptures cinématographiques. Euh, Moi, je sais que j'aime bien re-regarder de temps en temps À bout de souffle. Euh, J'aime bien re-regarder ce film. Mhm. À bout de souffle et Pierrot le Fou, qui sont deux réalisateurs qui ont marqué. Et, et ouais, ça c'est assez agréable. Après là, moi, du coup, je parle que de films à voir et à revoir. Hein. S'il y avait des films à découvrir, là, il y en a encore plein d'autres. Je pourrais parler des films de Joachim Trier que moi j'adore, comme Oslo 31 août ou d'ailleurs, grâce à Oslo 31 août, je me suis rendu compte que c'était un film je dis pas de bêtises, de Louis Malle, non, Le Feu Follet. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Et qu'en fait, Oslo 31 août est une réadaptation, une sorte de remake du Feu Follet. Quoi. Ouais, Je l'avais pas vu, moi. c'est le même texte d'origine, ouais. C'est voilà, c'est. Ce film est génial. Et ce film fait un peu penser à La Nuit juste avant les forêts, je trouve. Dans l'écriture, dans ce que ça raconte, dans la perte de repères. Même si c'est différent, mais c'est quelqu'un qui est inadapté, qui a perdu pied et qui n'arrive plus à se raccrocher à rien. Ouais, ça fait quand même une petite liste déjà, c'est pas Ouais, mal. c'est mal. Ben, on espère que vous avez noté là un peu, voilà, tout ça, qu'il y a pas mal de choses. Voilà, c'est très éclectique en tout cas tout ça. Ouais, Ouais, j'aime bien des trucs très différents. Ouais. c'est assez cool. Super. Eh ben écoute, eh ben, je pense que c'est un bon moment pour arrêter parce que avant, il y a il y a un compte à rebours qui arrive et donc d'un coup on se retrouve à parler puis hop on est coupé. C'est pour ça. Ouais, il y a un moment, mais c'est clair, il vaut mieux s'arrêter au bon moment. C'est Ouais. toujours le mieux. Sur Oslo 31 août, voilà, ou sur Top Gun, Voilà. ça dépend. Ouais, ou sur Will Hunting, ou sur Asta Rocket. Ou Alors, sur Asta Rocket. C'est très, attends, très. tu veux embrasser mon œuf? Est-ce que tu veux embrasser mon œuf? Tu te rappelles pas de cette réplique-là de Rasta Rocket? Bon, bah, Moi, comme ça, ceux qui vont le revoir vont y repenser. en VF en plus, obligatoirement, Ah bah, oh, oh, bah, c'est en VF. évidemment. Asta Rocket. Évidemment, quoi. Évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et je suis désolé si j'ai pas suffisamment vu vos questions. Je voyais rien du tout. Donc, heureusement, tu me les as transmises. Donc, merci. Eh Et ben, écoute. puis voilà, quoi.
Eh ben, merci beaucoup Hugo encore une fois et donc on a hâte de voir tout ce que tu nous réserves pour 2021, ton film de science-fiction, voilà, je te promets tout ça, donc voilà, super. Et encore bravo et allez voir le film sur le site, la plateforme de la Cinémathèque, la nuit juste avant les forêts, voilà, c'est vraiment une expérience à vivre et à voir et donc on espère que tu vas nous en réaliser d'autres surtout. Bah, merci beaucoup. Salut J'espère Hugo, aussi. On croise les merci, doigts. À bientôt. ciao. Ciao. Merci à toi.